Bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce lundi 30 septembre 2024, dont voici les titres. 59 véhicules remis dans le cadre de la préparation et de l'organisation des élections législatives du 17 novembre prochain. Elles sont destinées à la Direction générale des élections, à la Commission nationale, à la Commission électorale nationale autonome et à la Direction de l'autonomisation des fichiers. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Toujours à propos de ces législatives anticipées du 17 novembre 2024, le dépôt des listes a été clôturé hier soir. Un plan d'écheffal bis, c'est ce qui semble se dessiner du côté de l'opposition. Cette dernière a décidé de former une intercoalition face à PASTEF. Elle sera composée des plus grandes coalitions formées en vue de ces élections. Et puis nous parlerons également culture dans cette édition pour revenir sur la première édition de la journée mondiale de la langue soninké. Elle a été célébrée dans le village de Kouchahase, situé dans le département de Boundou, où nous irons à la découverte de cette belle culture. Ce sera dans cette édition que nous allons développer tout de suite. Législative, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé ce lundi à la remise de véhicules à la DGE, à la Sénat et à la DAF. Cette remise a été entre plutôt dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 17 novembre prochain. Suivant le compte-rendu de cette cérémonie, il est signé Abdoulaye Dieye et Boubacar Diagne. jëwriñ gi ñu dénk lii di kaaraange biir réew mi di Jean-Baptiste Tine niki tey ji ca école nationale police ca la doon jébbal lu toll ci juróom fukk ak juróom-ñeenti woto ñii di waa DGE waa Sénat ak waa DAF. ma am mbégte lool ñëw tase fii ci école nationale de police ak toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. C'est donc la cérémonie qui réunissait ce matin la DGE, la Sénat et la direction autonome des fichiers avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour la remise de véhicules dans le cadre des préparatifs de les élections législatives prévues en novembre prochain. La cérémonie donc a eu lieu ce matin suivant le compte-rendu de Abdoulaye Dieye et de Boubacar Diagne. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, vient de remettre 59 véhicules à la DGE, à la Sénat et à la DAF. La cérémonie a eu lieu à l'École nationale de police. Avec beaucoup de plaisir que je viens de remettre un lot de 59 véhicules à la Sénat. Ça faisait partie des recommandations du président de la Sénat après les dernières élections. Et ça faisait 12 ans qu'on attendait cela. Je suis persuadé que ces véhicules vont les aider à conduire leur mission dans les meilleures conditions. Et je suis aussi persuadé qu'ils en feront le meilleur usage possible. L'objectif visé, selon le ministre, c'est de bien préparer les législatives du 17 novembre prochain et permettre à ces structures de mener à bien le travail pour la transparence des élections. C'est un investissement significatif qui traduit parfaitement notre profond désir et notre engagement à conduire et à organiser des élections les plus démocratiques possibles et les plus transparentes possibles et dans les meilleures conditions possibles pour nos partenaires de la Sénat. Une cérémonie solennelle qui revêt d'un exercice de transparence pour une gestion saine des joutes à venir. Lieutenant de police Agustin Antonio, chef de section, pour rendre les honneurs à vos ordres, monsieur le ministre.
Le processus électoral, donc le bras de fer autour de la question, persiste après le rejet du consensus à minima visant à repousser de 72 heures à une semaine le délai pour les dépôts de dossiers de candidature. Dans un communiqué rendu public hier, le ministère de l'Intérieur en a informé les acteurs politiques ainsi que les entités regroupant des personnes indépendantes, suivant les détails dans ce récit signé Mansour Diassé. Le général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, avait convoqué une nouvelle fois les partis politiques et autres acteurs du processus électoral à une rencontre en vue des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre 2024. Cette réunion s'est tenue le samedi 28 septembre. Le ministre a invité les partis et coalitions politiques légalement reconnus, les entités regroupant des indépendants, ainsi que les organes de supervision et de régulation, Sénat et CNRA, et la société civile. L'objectif de cette rencontre était de faciliter un échange constructif sur les processus des élections afin d'assurer un bon déroulement de ces élections. À cette occasion, les participants avaient souhaité la prolongation de la date du dépôt des listes, chose rejetée. En effet, dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur a informé les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant les personnes indépendantes que la période de dépôt des listes de candidature aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 n'a pu être prolongée comme l'a souhaité la plupart des acteurs présents à la rencontre tenue ce 28 septembre 2024. Par conséquent, cette période reste fixée du samedi 28 au dimanche 29 septembre 2024 à minuit, conformément au décret numéro 2024-1981 du 13 septembre 2024 portant convocation du corps électoral en vue des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Pour faire face au parti PASTEF et obtenir une majorité à l'Assemblée nationale aux prochaines législatives, l'opposition a décidé de se réunir autour d'une intercoalition composée de 30 partis. Elle regroupe plusieurs coalitions, notamment Takku Wallu, Jàmm Njariñ, Sàmm Sa Kàddu et autres. C'est le plan Déthié Fall à nouveau face au tandem Diomaye Sonko Aïssatou Ba. Alors que le parti au pouvoir décide de partir seul pour la course des législatives sous la bannière du PASTEF à la tête Ousmane Sonko, l'opposition réunit ses forces à travers une grande intercoalition regroupant toutes les intercoalitions qui ont été créées en vue des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Takku Wallu Sénégal, qui regroupe notamment l'APR, le PDS et le Rewmi, Sàmm Sa Kàddu, Sauver le Sénégal, mise en place par des ténors politiques de la trempe de Khalifa Sall, Anta Babacar Ngom, Serigne Moustapha Sy, Déthié Fall et Jàmm Njariñ, avec notamment la nouvelle responsabilité de Amadou Ba, le Parti socialiste, l'AFP, la LD et autres, se sont donné la main dans la presque totalité des départements du Sénégal en dressant une liste commune. Avec un regroupement de 30 partis, certains parlent ainsi de retrouvailles des libéraux et démocrates pour une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Le processus électoral suit son cours. Le dépôt des dossiers a été clôturé ce dimanche à minuit. En attendant l'étape suivante, cette intercoalition pourra-t-elle balloter le parti PASTEF comme Yewwi Wallu l'avait fait à l'ancien régime lors des dernières législatives? C'est comme demander si le plan Déthié Fall va-t-il marcher à nouveau? Question donc si le plan Déthié Fall va marcher à nouveau. En attendant, le président de la République était au pays de l'oncle Sam depuis une semaine pour des raisons diplomatiques, notamment la participation à la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est donc de retour à Dakar. À son arrivée, il a fait le point sur son voyage ainsi que sur la situation du pays lors de son absence. Il est au micro de Mansour Diassé. D'abord, dire toute ma solidarité et ma compassion à tous ceux qui ont été victimes des inondations que le pays a connues pendant mon absence.
Comme je l'avais dit, l'État serait aux côtés des populations. Les services concernés ont été aux côtés des populations et l'assistance continue sur tous les plans. Je voudrais d'ailleurs sous ce rapport féliciter le ministre en charge de l'hydraulique et de l'assainissement et l'ensemble des services de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et les citoyens qui se sont mobilisés dans la solidarité pour aider les familles les plus touchées. J'en ai profité donc pour porter une voix et un message de paix dans un monde de plus en plus secoué par des turbulences de tous bords. C'est ce que le Sénégal a pris comme position et dans les dossiers spécifiques où le Sénégal a joué un rôle important, notamment sur la question palestinienne, nous avons réaffirmé la position du Sénégal pour la marteler s'il en était encore besoin. Nous avons aussi attiré l'attention sur le Sahel et interpellé le Conseil de sécurité des Nations Unies sur ce que doit être son rôle dans les situations de conflit dans le monde. Dans un contexte mondial en constante évolution, le Sénégal et la Mauritanie se sont réunis ce 30 septembre pour la première édition du Forum économique sur le thème intégration économique à l'heure de la transition énergétique, contribution des secteurs privés sénégalo-mauritaniennes. Cet événement qui s'est tenu sous la présence des diplomates des deux nations vise à renforcer leurs relations économiques en mettant en lumière les opportunités de collaboration et d'investissement. Les détails avec Amsatou Gano et Boubacar Diagne. Depuis quelques années, les relations entre le Sénégal et la Mauritanie s'intensifient davantage, notamment dans le domaine du pétrole et du gaz, avec le Grand Tortue arménien. Cette collaboration entre les deux pays dans des domaines stratégiques est essentielle dans le développement économique et la stabilité régionale. Ce forum aspire à tracer la voie vers une coopération fructueuse et à renforcer la résilience des économies sénégalo-mauritaniennes. Est-ce que nous devons peut-être arrêter d'exporter ces matières premières, le pétrole, le gaz, le LNG, et le transformer maintenant en produit industriel à haute valeur ajoutée? Nous savons tous qu'à partir justement du gaz naturel de Mauritanie et du Sénégal, nous pouvons faire des engrais pour l'agriculture. Donc vous voyez que l'impact il est presque multiplié par 5 voire par 10. La Mauritanie est riche en ressources minérales, de même que dans le domaine de la pêche et de l'élevage. Sa position géographique et sa dynamique économique en font une destination privilégiée pour les affaires. Pour ces multiples raisons, le ministre des Mines de la Mauritanie appelle le pays voisin à profiter de ces opportunités. Nos pays connaissent une émergence économique qui est amplifiée par des accords que nous avons ensemble, notamment dans le domaine de la pêche. Nous pensons qu'on peut explorer davantage les coopérations entre nos deux secteurs privés. Et également, la Mauritanie dispose de ressources abondantes en élevage qui peut être aussi exploré et dans le domaine des mines aussi. Selon le ministre du Commerce et de l'Industrie du Sénégal, Serigne Gueye Diop, les deux secteurs privés devront être intégrés dans la collaboration et des investissements. Nous souhaitons que les deux secteurs privés, industriels, économiques, commerciaux et également de l'agriculture, de Mauritanie et du Sénégal puissent être intégrés, de même que les banques. Parce que là, on va pouvoir trouver maintenant les moyens humains, les moyens matériels, financiers, pour faire en sorte que les échanges entre nos deux pays puissent être développés. Sur le plan commercial, les échanges sont encore faibles. Éducation, le COSIDEP, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a organisé un panel interactif sur le dialogue des offres de l'éducation et de la formation ce lundi 30 septembre 2024. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme NITE, Sama École Sama Yitte. Ces acteurs de l'éducation appellent à une forte mobilisation citoyenne pour atteindre l'objectif principal, celui de mettre en place une éducation de base et de qualité pour tous. Voici les éclairages de Khady Diop Mbodj, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, et de Cheikh Mbow, directeur exécutif de COSIDEP. C'est au micro de Ndella Ndiaye et de Serignan. L'organisation de ce panel va dans ce sens, dans cette dynamique vraiment d'écoute, de dialogue, d'échange sur l'offre éducative au niveau du Sénégal. Vous l'avez vu, le ministre a lancé avant-hier, lors du séminaire de rentrée,
l'action prioritaire numéro 1 qui est relative à la révision des curricula. Et dans ce sens, c'est des offres qui seront faites. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'insistance au niveau de la population et même des plus hautes autorités pour qu'on aille dans le sens de revoir nos programmes et d'aller vers des programmes articulés avec nos croyances culturelles, avec nos valeurs. L'activité d'aujourd'hui, je peux même dire que s'inscrit dans le cadre de cette révision parce qu'il nous permet de recueillir des avis, de recueillir des orientations, de recueillir des propositions des membres de la communauté éducative en vue d'alimenter. Donc ces nouveaux programmes qui seront élaborés et qui tiendront encore des besoins exprimés en matière de scolarisation. Vous savez, au Sénégal, nous avons plusieurs offres éducatives. Les enfants ont des entrées différentes. Il y a des enfants qui passent par l'offre d'ARA, parce que c'est cela qui constitue évidemment leur préoccupation. Il y a d'autres qui considèrent que la meilleure entrée en matière d'éducation et de formation, c'est l'école privée. La majorité est dans l'école publique. Il y a aussi l'offre de formation professionnelle, l'éducation populaire avec les mouvements de jeunesse, l'éducation de base des jeunes et des adultes, surtout l'alphabétisation. Tout cela constitue des offres différentes. Mais ce que nous avons constaté au Sénégal, c'est que depuis quelque temps, ces offres, au lieu de se compléter, au lieu de se parler positivement, s'opposent. Nous pensons qu'il est temps que l'on soit dans une perspective où on aménage un espace de dialogue, d'échange entre les offres, parce qu'au final, quelle que soit l'entrée, nous devons avoir la même sortie. On doit bâtir le même Sénégalais. Pour une année académique réussie, la mairie de Tambacounda vient de boucler donc les cours de vacances offerts aux élèves grâce à la collaboration des étudiants. Par ailleurs, la municipalité a pris des dispositions pour le désherbage et la désinfection des établissements scolaires pour l'effectivité du Ubitay Djangatay, des écoles et salles de classe construites également pour mettre fin aux abris provisoires. Les détails avec nos correspondants à Tambacounda, Amadou Diallo, qui est notre correspondant à Tambacounda. Appuyés par la municipalité, les étudiants de Tambacounda des différentes universités du pays viennent de boucler l'édition 2024 des cours de vacances organisés dans 28 écoles de la ville. On n'a pas eu la chance d'avoir ces cours de vacances-là quand on était jeunes. Donc nous allons tout faire pour donner la chance à nos petits frères et sœurs. Oui, les parents ont compris, mais ce qui reste, les parents ne font pas le suivi. Pour ces cours-là, on a 58 étudiants. On a pris tous les niveaux, du CI à la terminale. La commission éducation de la mairie de Tambacounda avait assuré le suivi, ce qui a permis aux élèves de suivre ces cours de vacances dans de meilleures conditions. Et vous savez, chaque année, on essaie de parfaire. Ça ne veut pas dire que cette année, on n'a pas eu des difficultés d'accès à certaines écoles. Mais on va élargir la collaboration avec l'IF, les directeurs d'école surtout, mais également les enseignants. Et cela va être d'autant plus facile parce que la mairie a signé une convention avec l'ORECAF. L'ORECAF, il n'y a que des enseignants pour encadrer davantage ces jeunes. Satisfait du bon déroulement de ces cours de vacances qui permettront ainsi aux bénéficiaires d'être prêts pour l'année académique qui va s'ouvrir bientôt, le maire de Tambacounda déclare que tout est mis en œuvre également pour la matérialisation du Ubitay Djangatay. Il y avait des mesures qu'on avait déclinées et je pense bien que par rapport à ces mesures, c'est juste par rapport à le désherbage et le saupoudrage, je pense qu'on est dans les... Notons que la mairie a aussi construit 2 écoles et plusieurs salles de classe qui seront opérationnelles cette année, une manière de mettre fin aussi aux abris provisoires notés conformément à la volonté des parents d'élèves. Nous restons toujours dans cette région. La communauté Soninké du département de Boundou s'est retrouvée dans le village de Kouchahase à l'occasion de la journée internationale dédiée à leur langue. Une occasion de revisiter la riche culture des Soninké tout en invitant la nouvelle génération à sauvegarder les valeurs de la communauté face aux menaces de l'Internet. Banganda Saro est au micro de Amadou Diallo, il est le maire de Kowar. Donc c'est pour dire, et nous sommes la deuxième langue en Afrique, avec le Swahili, c'est le Soninké qui est une langue que l'UNESCO reconnaît et qui s'élève. Voilà ce que je veux dire. C'est une fierté. Le maire de Bala l'a dit tout à l'heure. Il dit, étant jeune qui était à Dakar, quand il voit un Soninké de passage, il le reconnaît tout de suite. C'est dû à quoi? Il l'a dit, le maire de Bala.
C'est dû à quoi? Parce que c'est la vie, le vestimentaire, la démarche et aussi la souplesse. La personne qu'on est en train de rendre hommage aujourd'hui, la Sandialo, il m'a appris beaucoup de choses. Pour dire à la nouvelle génération, il y en a qui veulent tuer la tradition. La tradition soninké et l'islam vont de pair. Mais ceux qui n'ont pas compris, la religion, qui n'ont pas bien compris la religion, ni la tradition, ils se disent oui, faites ceci, faites cela, c'est haram, c'est haram. Non, le prophète n'a pas fait. Non, le prophète n'a pas la même culture que nous. Le prophète c'est un arabe. Ils ont leur tradition, ils ont leur culture. Ça n'a rien à voir avec la religion. Alors donc je dirais à la nouvelle génération de ne pas écouter ces gens-là qui vont détruire notre tradition, notre culture. Voilà ce que je voulais dire. Santé à présent pour parler de l'hépatite B qui est une maladie infectieuse qui se répand de plus en plus au Sénégal. Beaucoup ignorent sa gravité pourtant très réelle. Selon Dr Ndeye Khady Fall, il existe plusieurs modes de contamination. Le médecin spécialiste invite les Sénégalais à respecter les mesures de prévention pour se protéger contre cette maladie. Ndeye Khady Fall est au micro de Mame Awa Sall. Qui est responsable de l'hépatite virale B et qui cause surtout une inflammation au niveau du foie. Donc, comme son nom l'indique, hépatite virale B, parce que ça donne préférentiellement une atteinte au niveau hépatique, bien que d'autres organes en dehors du foie parfois peuvent être atteints. Ce qu'on appelle l'hépatite virale B aiguë, c'est surtout ceux qui ont le virus, mais avec un portage de moins de 6 mois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle forme aiguë. Et dans la forme chronique, c'est à partir de 6 mois, voire au-delà. Donc on va parler d'hépatite virale chronique. Donc pour éviter l'hépatite virale B, on va parler surtout de dépistage, parce qu'on suppose que celui qui se dépiste, il va surtout respecter les mesures afin d'éviter de contaminer d'autres personnes. Et également, en dehors de ce dépistage-là, il y a la vaccination, surtout ce qu'on a l'habitude de faire en tant que femme, les tatouages et autres là, parce que c'est souvent avec des objets tranchants. Donc ça, quand même, également, c'est à éviter. En déplacement au Togo dans le cadre de la réunion de la session du Parlement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, le député sénégalais Guy Marius Sagna a été agressé dans la capitale togolaise. Dakar condamne cet acte avec fermeté et réclame une enquête. Suivant les détails dans ce récit signé Khady Fall. Alors qu'il participait à une réunion du Parlement de la CEDEAO à Lomé, le député sénégalais Guy Marius Sagna a été victime d'une agression. Cet incident s'est produit ce 29 septembre lors d'une réunion organisée par la plateforme d'opposition togolaise La Dynamique pour la majorité. En réaction à cette violence, le ministre sénégalais de l'Intégration et des Affaires étrangères a publié un communiqué condamnant fermement cet acte. Les autorités sénégalaises ont pris contact avec le député pour s'assurer de son état de santé. Selon les déclarations de la diplomatie sénégalaise, le gouvernement de Lomé s'est engagé à prendre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du député. Dakar a également demandé l'ouverture d'une enquête pour clarifier les circonstances de cet incident. Nous voilà au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.